Merci Dominique. Alors effectivement, la corticothérapie, ça change, et c'est bon de remettre un peu les pendules à l'heure de temps en temps, c'est l'objectif de ce topo. Alors, le plan que je vous propose, ça va être un rappel survol des 2 essais randomisés qui ont évalué un schéma allégé de corticoïdes en traitement d'induction, d'où découlent les recommandations de l'EULAR et de l'ACR. Je parlerai quand même aussi de la corticothérapie d'entretien parce que je pense que ce n'est pas un domaine qu'il faut laisser tomber comme ça. Et enfin, une grosse partie sur les limites de la préconisation de cet allègement des corticoïdes. Attention, il ne faut peut-être quand même pas faire n'importe quoi. Il y a peut-être des warnings, lesquels, comment il faut faire, etc. Et les précautions qu'il faut probablement également prendre si on adopte ce schéma. Et enfin, la discussion sera largement ouverte. Alors d'abord, un rappel, retour sur les 2 essais thérapeutiques. Alors vous savez que l'histoire débute en 2020 pour cette histoire d'allègement des corticoïdes avec la publication de l'essai Pexivas, qui est un essai international impressionnant, qui a inclus le plus grand nombre de patients jamais inclus dans les vascularites associées aux ANCA, 704 patients, c'est vous dire, c'est impressionnant. Et 19 pays, 95 centres ouverts, et cette étude cherchait à évaluer la place des échanges plasmatiques et des corticoïdes chez les patients qui ont une vascularite associée aux ANCA sévère. Attention, c'est important. Et vous savez que le groupe a joué son rôle tout à fait dans cette étude internationale, puisque vous savez que nous avons ensemble et collectivement inclus 52 patients en France. Alors, l'objectif principal, un des objectifs principaux de cette étude était d'analyser une dose réduite de corticoïdes et de démontrer sa non-infériorité par rapport à un schéma conventionnel. Le critère de jugement principal, vous le savez, mais c'est très important de le rappeler, c'était un critère dur, ambitieux, parce que c'est une étude ouverte, donc il fallait que ça soit non discutable. Et ce critère est la mortalité ou le passage en dialyse définitive. Les patients, pour être inclus dans cet essai, devaient avoir soit une granulomatose avec polyangéite, soit une polyangéite microscopique. Ils devaient avoir des ANCA, ils devaient avoir une preuve de sévérité, c'est-à-dire soit une atteinte rénale, soit une hémorragie alvéolaire. Donc des patients sévères qui ont été traités au choix de l'investigateur de façon conventionnelle par soit du cyclophosphamide, soit du rituximab en induction, et qui ont été randomisés pour recevoir soit des échanges, soit pas d'échanges, et dans chacun des 2 bras, une dose standard de corticoïdes ou une dose réduite de corticoïdes. Qu'est-ce qu'on entend par dose réduite de corticoïdes? Gardez ça en mémoire parce que je pense que c'est important pour notre pratique quotidienne quand on va décider de mettre en route un schéma à dose allégée. Les patients qui ont reçu une dose réduite de corticoïdes, c'est la partie droite du tableau, avaient le droit de recevoir jusqu'à 2 semaines de corticothérapie à forte dose. Donc attention, certains d'entre eux ont déjà reçu, avant d'être inclus, 1 mg/kg jour pendant 2 semaines. Deuxième chose, ils ont tous reçu des bolus à l'induction, entre 1 g et 3 g par patient. Et troisièmement, on attaquait à 1 mg/kg jour. Donc, ce qui est démontré dans cet essai, c'est avec un schéma allégé de corticoïdes, mais vous voyez que quand même, il y a un certain nombre de patients qui ont eu 2 semaines de 1 mg/kg, ils ont tous eu des bolus et on attaque tous à 1 mg/kg. Et ce n'est pas toujours ce qu'on va faire en pratique, donc gardez ça bien en mémoire, je pense que c'est important. Et puis après ça, on diminue assez vite. Les chiffres à retenir, c'est l'objectif des 10 mg par jour qui doit être à 3 mois et 5 mg qui doit être avant 5 mois. Et donc on descendait la corticothérapie avec ces objectifs, 5 mg avant 5 mois. Voilà les résultats, vous les connaissez. Ils sont exprimés sous la forme de la probabilité de décès ou de passer en insuffisance terminale au cours du temps. Et vous voyez qu'il y a 2 courbes, la courbe rouge qui est la corticothérapie à dose standard et la courbe bleue qui est la corticothérapie à dose réduite. Et vous voyez que c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que l'hypothèse de non-infériorité est acceptée, autrement dit, un schéma allégé de corticoïdes n'entraîne pas un moins bon contrôle des vascularites sévères. Ok, n'entraîne pas un moins bon contrôle, mais basé sur le pourcentage de patients qui meurent ou qui passent en dialyse définitive. Retenez bien ça, on va revenir dessus là, tout à l'heure. Et évidemment, dans les critères secondaires, on s'est rendu compte que quand on utilisait un schéma allégé de corticoïdes, on réduisait de 30% le taux d'infection sévère. Et donc, cocorico,
le message est passé partout. Attention, allégeons les corticoïdes. La conclusion de cette étude est qu'un schéma allégé de corticoïdes chez des patients qui étaient très sévères n'entraînait pas un moins bon contrôle des vascularites sévères et réduisait de 30% le taux d'infection sévère à 1 an. Et il y a eu un autre essai, qui est un essai japonais, qui est l'étude LOVAS, qui a été publiée dans le JAMA l'année d'après, qui était également une étude randomisée, mais au contraire de la précédente, elle était ouverte. Elle était de non-infériorité, comme la précédente. Et là, au contraire de la précédente, c'était des vascularites à l'autre bout du spectre, c'est-à-dire des vascularites non graves. Il n'y avait pas de glomérulonéphrite sévère, il n'y avait pas d'hémorragie alvéolaire. Tous les patients, cette fois-ci, avaient reçu du rituximab, alors que la majorité des patients de l'étude Pexivas avaient reçu du cyclophosphamide, et la corticothérapie était arrêtée en 5 mois. Alors voilà ce que ça donne dans le schéma à dose réduite. On attaque à 1,5 mg/kg, c'est plus 1 mg/kg, on attaque à 1,5 mg/kg, et puis on baisse très vite pour arrêter avant 5 mois. 140 patients japonais ont été randomisés, c'est des patients âgés qui avaient en moyenne 73 ans, et comme on est au Japon, c'est une majorité de polyangéite microscopique et une majorité de patients qui ont des encas dirigés contre la myéloperoxydase. Et vous connaissez le résultat, le taux de rémission complète à 6 mois est équivalent dans la corticothérapie à dose standard ou dans la corticothérapie à dose réduite, validant l'hypothèse de non-infériorité. Et on retrouve un taux inférieur d'infection sévère, comme dans l'étude Pexivas, mais en plus, il y a un taux réduit d'effets indésirables sévères dans le bras allégé. Mais, et attention, et retenez bien ça, je pense que c'est vraiment très important pour la discussion, c'est que dans le bras corticothérapie allégée, 1/3 des patients n'ont pas réussi à diminuer le schéma de décroissance de la corticothérapie et 61% des patients n'ont pas pu arrêter les corticoïdes. Pour vous mettre ça en perspective, voilà le PNDS 2019 avec l'utilisation des corticoïdes tel qu'il était préconisé à l'époque. Au passage, en 2024, on va publier l'actualisation de ce PNDS, notamment pour ce qui concerne la corticothérapie. Et cette diapositive est une diapositive d'histoire de la médecine, puisqu'on va probablement changer les choses. Je vous rappelais qu'on disait qu'on faisait 20 mg à 3 mois, 10 mg à 6 mois, et qu'on restait à 5 mg à 1 an, que c'est ça qu'on a écrit dans le PNDS, ce qui, pour un patient de 65 ans, apportait une dose cumulative de 4,27 g de corticoïdes. Je vous mets en orange les schémas standards de Pexivas et les schémas standards de LOVAS pour un adulte de 65 ans. Tout ça pour vous dire que le schéma du PNDS français est exactement le schéma standard de la corticothérapie du bras standard de Pexivas et du bras standard de LOVAS. Donc, 4 grammes, c'est la dose cumulative de corticoïdes. Je n'ai pas mis les bolus dans le bras Pexivas, mais vous voyez que c'est exactement la même chose. Et si on regarde en jaune maintenant, ici, le bras Pexivas court et les doses apportées de Pexivas dans le bras allégé, eh bien, vous voyez que après les bolus, la chute est drastique de la corticothérapie. Et alors que dans le PNDS, on disait 20 mg à 3 mois, là, c'est pas à 3 mois, c'est à 1 mois et demi. 10 mg à 6 mois, disait-on, et là, c'est pas à 6 mois, c'est à 3 mois. Et on atteint 5 mg avant 5 mois. Là où ça se rejoint, c'est que 5 mg est atteint à 1 an et reste à 1 an. Donc, si on regarde la dose cumulative maintenant de corticoïdes pour un adulte de 65 ans, eh bien, on se rend compte qu'elle est réduite de moitié par rapport au PNDS ou par rapport au schéma standard de corticothérapie. Donc en gros, on apporte la moitié moins de corticoïdes chez ces patients si on utilise ce schéma allégé. Alors là, je vous ai remis les 3 études standards et je vous ai mis en vert ici le bras court de l'étude LOVAS qui apporte franchement moins de corticoïdes. Hein. Vous voyez vous vous rappelez, on débute à 0,5 mg/kg et dans LOVAS, globalement, c'est 1 g. Donc, si je mets l'unité à 1 g, vous voyez ici, 1 N, eh bien vous voyez que le bras court de Pexivas, c'est 2 fois plus, et par contre, les protocoles standards, c'est 4 fois plus. Le message à retenir, si vous en retenez que ça, qu'un seul, c'est que le schéma allégé de Pexivas apporte 50% des schémas standards de corticoïdes. L'étude Pexivas a conduit aux recommandations de l'EULAR et de l'ACR, qui ont fait un copier-coller de cette étude. Vous voyez le texte, on recommande un traitement commençant entre 50 et 75 selon le poids du patient
et on recommande une décroissance des corticoïdes de façon à atteindre 5 mg avant 5 mois. C'est Pexivas. On retrouve le tableau de Pexivas que je vous ai commenté tout à l'heure. Retenez bien, objectif 10 mg à 3 mois et 5 mg avant 5 mois. Alors, quid des bolus de méthylprénisolone? On se pose toujours la question. Eh bien, l'EULAR a dit un petit mot là-dessus, et je pense que ce n'est pas inintéressant. D'abord, l'EULAR, les recommandations EULAR, les experts ont reconnu qu'il y a un certain nombre d'essais thérapeutiques, RAVE, MEPEX et Pexivas, on vient de le voir, qui les ont employés, mais sans aucun argument de preuve. Sans aucun argument de preuve. Il n'y a jamais eu le moindre essai thérapeutique visant à l'évaluer, que les études observationnelles ont rapporté qu'il n'y avait pas de bénéfice en termes d'efficacité, mais qu'il y avait une augmentation du taux d'infection sévère. Donc c'est quand même à garder en tête. Et donc, si on prend toutes ces données ensemble, il n'y a aucun argument convaincant pour être en faveur de l'utilisation en routine des bolus de méthylprénisolone. Et en conséquence, les bolus de méthylprénisolone doivent être limités au traitement des manifestations menaçant un organe. Les recommandations américaines, c'est copier-coller, c'est la même chose, à part qu'elles ont eu le bénéfice d'être publiées un an avant. Et là encore, c'était calqué sur Pexivas Bracourt, qui est devenu la référence des recommandations européennes et américaines, vous l'avez compris. Un petit mot sur la corticothérapie d'entretien, parce que je pense que ça, c'est quand même quelque chose dont on parle peut-être un tout petit peu moins. Alors, il faut que vous sachiez qu'il y a une grande querelle, qui est une querelle continuelle entre les Américains et les Européens, et qu'à chaque congrès, on se bagarre là-dessus, parce qu'on n'a pas du tout la même façon de voir les choses. Alors, ce n'est pas inintéressant, parce que pour les corticoïdes, pour les Américains, les corticoïdes, c'est le diable, et pour les Européens, les corticoïdes, c'est le mal à contrôler. Donc, vous voyez, ce n'est pas tout à fait la même chose. Et vous voyez que dans cette méta-analyse qui est ancienne, qui date déjà de 2010, dont les deux premiers auteurs sont deux auteurs nord-américains, Mike Walsh est au Canada, Peter Merkel est au VCRC maintenant à Philadelphie. Et donc, leur objectif, c'était carrément de démonter ce qu'on faisait en Europe et en France, notamment de continuer les corticoïdes. Et donc, ils ont fait une méta-analyse pour bien démontrer que ce qu'on faisait, c'était mal. Eh bien, voilà le forest plot de la proportion de patients qui rechutent au cours des essais thérapeutiques selon l'objectif assigné des corticoïdes. Ça veut dire que si on ne cherche pas à arrêter les corticoïdes, ça veut dire que l'objectif, c'est 5 à 5 mg par jour. Eh bien, le taux de rechute moyen des 3 études, c'est 14%. Si on cherche à avoir un arrêt tardif, c'est-à-dire après 12 mois, eh bien, ce taux de rechute monte à 29 mois. Et si, par contre, à l'américaine, on cherche à arrêter les corticoïdes parce que c'est le diable, et l'objectif, c'est arrêt des corticoïdes avant 12 mois, eh bien, le taux de rechute, c'est 48%, etc. Alors, les auteurs nord-américains étaient extrêmement embêtés avec les résultats de cette étude, et donc, on ne peut pas conclure entre deux essais thérapeutiques, écrivent-ils. Bon, c'est sûrement vrai, mais enfin, la conclusion quand même de cette méta-analyse, c'est que les études avec un schéma plus long de corticoïdes dans les vascularites associées aux ANCA est associé avec un taux réduit de rechute. Ce n'est pas Loïc Guilvin qui vous dira le contraire. Et alors, ce qui est intéressant aussi pour la petite histoire, ça vous ne le savez peut-être pas, mais c'est qu'il y a une deuxième méta-analyse qui a été faite, qui a été aussi conduite sous l'égide de Michael Walsh, et qui a retrouvé exactement les mêmes résultats. Pourquoi ils en ont refait une deuxième? Parce que cette méta-analyse n'intégrait pas les données rituximab, et donc ils ont intégré les données rituximab en plus, et ils ont trouvé, premièrement, exactement les mêmes résultats, et deuxièmement, ils ont conduit une étude, cette fois-ci multivariée, démontrant que la différence de taux de rechute était bien en lien, au moins partiel, avec la corticothérapie, et que c'était le facteur le plus important qu'il expliquait. Ça n'étonne pas Loïc Guilvin, qui sait ça depuis déjà 30 ans, 40 ans. Alors, les Nord-Américains ont quand même dit, mais il faut faire des études. Alors, ils ont lancé une étude, qui est l'étude TAPIR, qui sera présentée en avril 24 à Barcelone, mais qui est de qualité méthodologique bien inférieure à celle du GFEV qui est en cours et pour lequel je vous demande un soutien. Cette étude est pilotée par Jean-Christophe Legat à Lyon, s'appelle MANEPSAN,
Et l'objectif, c'est d'évaluer la durée de la corticothérapie d'entretien optimale chez les patients ayant une PAM, ayant une granulomatose avec polyangite ou une polyangite microscopique. Donc, à gauche, vous avez l'induction. Vous reconnaissez les 4 perfusions de rituximab, mais ça peut être de l'endoxan, il n'y a pas de problème. Et puis, le malade rentre en rémission. On commence la phase d'entretien. Il a sa première perfusion de rituximab d'entretien. Et c'est là qu'il faut penser à l'inclure. C'est pour ça que je vous sollicite à ce moment-là, parce que l'inclusion doit avoir lieu avant la deuxième perfusion de rituximab d'entretien. La randomisation ayant lieu à ce moment-là, à la deuxième perfusion de rituximab d'entretien, c'est-à-dire à 1 an après le schéma d'induction. Donc, ratez pas, quand un malade vient pour commencer son traitement d'entretien par le rituximab, c'est là qu'il faut penser à lui proposer ce protocole. Et puis, à ce moment-là, sont randomisés soit le fait de continuer pendant 1 an 5 mg par jour de prednisone ou d'arrêter la prednisone, et on continue le schéma conventionnel d'entretien avec les perfusions de rituximab selon le schéma de Mann-Ritson. Et le critère principal d'évaluation de cette étude est mis un petit peu plus tard que dans l'étude Mann-Ritson, puisque c'est à 30 mois, c'est-à-dire 18 mois cette fois-ci après l'arrêt des perfusions de rituximab, et c'est le taux de rechute. Voilà la dia que j'ai montrée la semaine dernière aux États-Unis. 80 patients ont été inclus et hier, on a eu le mail disant qu'on était à 70 randomisations. Donc, il reste un petit effort à faire, 60 malades à inclure pour terminer. Quelles sont les limites de l'allègement des glucocorticoïdes en induction? Eh bien, en fait, on s'est rendu compte dès la publication initiale de Pexivas. Ça, c'est des analyses en sous-groupe de l'étude Pexivas. À gauche, vous avez les analyses qui favorisaient un taux réduit de corticoïdes, et à droite, tout ce qui favorisait un schéma standard de corticoïdes. Et quand on regarde les patients qui ont été sous rituximab, eh bien, on se rend compte, dans cette analyse de sous-groupe, qu'il y a peut-être un bénéfice en faveur de la corticothérapie à dose conventionnelle chez ces patients. Alors, vous voyez que l'intervalle libre est très large, puisqu'il y a seulement 109 patients qui ont eu du rituximab dans l'essai Pexivas. Et vous voyez aussi que c'était publié dans les supplementary data, parce que vous voyez la faute de frappe du New England, et vous savez que les supplementary data ne sont pas édités par l'éditeur, mais sont à la responsabilité. Ces données préliminaires, plus la conviction qu'on avait en pratique de voir nos patients rechuter, ont conduit Benjamin Terrier à monter une étude qui a été présentée la semaine dernière en plénière à l'ACR, donc je vous demande de ne pas prendre de photos, ce n'est pas publié. C'est Sophie Nagle qui a fait un travail fantastique et qui a présenté l'état la semaine dernière. Et l'idée, c'était quoi? C'était d'établir, avec votre aide, une cohorte rétrospective de patients ayant soit une granulomatose avec polyangite, soit une polyangite microscopique, et de les classer selon le schéma bras réduit de Pexivas ou bras conventionnel. Et l'astuce de Benjamin, et ça, il faut quand même lui rendre hommage pour ça, c'était que son critère composite, le critère principal était un critère composite qui incluait non seulement le passage en insuffisance rénale terminale ou décès, mais également le fait d'avoir rechuté ou de ne pas arriver à contrôler la maladie quand on commence à baisser la corticothérapie. Vous voyez, les résultats sont très éloquents. Quand on utilise un schéma réduit de corticoïdes, eh bien, on a du mal à contrôler la vascularite dans les 6 premiers mois du traitement. Quelles que soient les analyses en sous-groupe, on retrouve les mêmes résultats. Et là, c'est la même chose que dans l'étude Pexivas. Dans le sous-groupe des patients ayant eu du rituximab en induction, vous voyez que la probabilité d'atteindre ce critère composite péjoratif quand on a une dose réduite de corticoïdes est augmentée. Ce qui est intéressant pour nos amis néphrologues, c'est que quand on regarde dans ce sous-groupe des patients ayant eu une corticothérapie à dose réduite, quels sont ceux qui en pâtissent le plus, quels sont ceux dont la vascularite est le moins bien contrôlée avec ce critère composite, eh bien vous voyez que c'est les patients qui ont une insuffisance rénale avancée. Et donc la conclusion de Sophie la semaine dernière et de Benjamin n'était pas qu'il ne faut pas faire ce schéma allégé, mais était un appel à la prudence et à la vigilance quand on utilise ce schéma réduit de corticoïdes dans 2 sous-groupes de patients, ceux qui ont eu un traitement d'induction par le rituximab ou ceux qui ont une insuffisance rénale sévère. Alors, pour conclure, je vous propose 5 conclusions pour votre pratique. Ça, vous avez le droit de le prendre en photo.
Deux principes généraux. Les glucocorticoïdes restent indispensables à la prise en charge des patients. C'est ce que Loïc Guilvin nous répète depuis des années. Et méfiance, dans les études qui ont évalué un médicament épargneur de corticoïdes, tous les patients avaient reçu des corticoïdes en association. Donc, restez bien quand même critique là-dessus. Deuxième principe assez général, toujours on raisonne à titre individuel en pesant les pour et les contre. Bon, c'est un principe général en médecine. Vous me direz c'est du baratin, je vous dirais non. Vous avez un malade qui est d'un côté en réanimation où l'objectif c'est sauver le rein. Là, il y a un avantage probablement pour la corticothérapie à dose standard. A contrario, vous avez un patient âgé de plus de 75 ans, et Sarah Tieta l'a montré magnifiquement dans une étude publiée l'année dernière dans une grande revue. Eh bien, ces malades-là, si vous les traitez par une corticothérapie à forte dose, vous avez un taux d'infection sérieuse, sévère, dans la première année, qui est colossal. Colossal. Un malade sur deux va faire une infection sévère si vous traitez en adjonction du rituximab par une corticothérapie à dose conventionnelle. Et donc, chez ces malades-là, il n'y a pas de doute, la corticothérapie à faible dose l'emporte très largement. Entre les deux, on pèse le pour, le contre. Les essais ont montré, ça c'est nouveau, qu'il est possible d'employer une dose cumulative de corticoïdes moindre en traitement d'induction avec un bénéfice en termes de toxicité. C'est une bonne nouvelle, il faut le mettre en pratique dans nos prises en charge, dès maintenant. Mais, en ayant conscience qu'il fallait connaître le risque de moins bon contrôle de la vascularite et surtout prévenir le patient. Ça, on n'entend jamais, mais j'attire votre attention là-dessus. Je pense qu'il faut prévenir le patient, surtout s'il a eu du rituximab en induction ou s'il est en insuffisance rénale, pour ne pas retarder une éventuelle majoration du traitement. C'est un point, à mon avis, clé de l'éducation thérapeutique qui n'existe actuellement encore dans aucun programme, mais qu'il va falloir qu'on débute de façon très attentive. Et enfin, quand vous avez un patient âgé, il y a un bénéfice aux corticothérapies allégées. Quand vous avez un patient en insuffisance rénale sévère, il y a un bénéfice aux glucocorticoïdes à dose conventionnelle qui reste d'actualité. Maintenant, je vous remercie pour votre attention et le topo est ouvert à la discussion. Bon, et bien la discussion c'est vous, et donc puisque vous êtes nombreux, extrêmement nombreux, prenez la parole. Et n'hésitez pas. Stan. Donc Stanislas Fayet, merci beaucoup, là ça va m'aider pour la présentation d'après, donc c'est parfait. Non, une question plus sur le rapport bénéfice-risque, rechute versus complication de la corticothérapie, c'est-à-dire que la difficulté, enfin, j'adhère avec tout ce qui a été dit sur l'individualisation, mais surtout sur l'individualisation, et finalement un malade qui aurait une forme modérée, enfin peu sévère, avec des atteintes rénales peu sévères, par exemple, finalement ce malade-là, entre un risque de rechute qui va être peut-être, qui va passer de 5 à 10% si jamais on met une dose de corticoïdes plus faible, versus un risque de complications sur le moyen long terme lié à cette même corticothérapie si on la met à forte dose qui peut être aussi à 5-10%. Bref, comment on équilibre ces deux choses, c'est-à-dire que là on ne regarde que risque de rechute, mais finalement le risque d'infection, de complications cardiovasculaires, etc. sur le moyen long terme, lui aussi va augmenter. Donc comment on fait cette balance à l'échelon individuel ? On a trop tendance, je trouve, à regarder les chiffres bruts, quoi. Il y aura plus de rechutes, oui, mais ça concernera que 5, 7, 8% des patients. Voilà, donc il y a quand même 90% des patients qui bénéficient d'un traitement plus faible. Merci pour cette question. Alors d'abord, vous voyez la façon dont Stan a posé la question, ça veut dire qu'il a intégré, et je crois qu'il faut que nous intégrions tous, ce qu'on n'a pas fait toujours autrefois, c'est balance bénéfice-risque. Il y a des tas de papiers sur les effets indésirables des corticoïdes, mais il y a peu de papiers sur la balance bénéfice-risque des corticoïdes. Donc ça, quand vous avez un patient en face de vous, c'est quand même balance bénéfice-risque. Alors après, il y a des cas où c'est facile. Je vous ai montré 2 exemples caricaturaux. Les sujets âgés, je crois que c'est vraiment pas des corticoïdes à forte dose. Et les sujets en insuffisance rénale, c'est vraiment aussi une indication corticothérapie à forte dose. Et après, entre les deux, mon cœur balance. Et c'est tout notre art. C'est justement d'arriver à définir ça. Peut-être de faire des essais thérapeutiques chez ces malades-là. Mais en tout cas, ça se discute au cas par cas. Et à chaque fois, et c'est très compliqué. Avant d'écouter la deuxième question, est-ce que je peux proposer dans le principe de convivialité auquel tu faisais allusion, que chacun se nomme et dise éventuellement la ville dont il est originaire, de manière à apprendre à se connaître ?
C'est bon, ouais, ça marche. Thibaut Dizarny, Paris. Dans les données que vous venez de présenter, là, qui ont été montrées à l'ACR, l'évaluation, vous la faites avec un critère composite qui est très très composite. Le surrisque d'événements dans le bras allégé, c'est quoi comme événement finalement? C'est des rechutes mineures, c'est des rechutes majeures, c'est un peu de tout, c'est quoi? C'est surtout des malades chez lesquels vous êtes en train de baisser la corticothérapie, vous êtes dans les 3 premiers mois en général, et le malade va pas bien. Il recommence à être fatigué, il recommence à avoir des croûtes dans le nez si c'est un végénaire, à avoir des arthralgies, des myalgies, etc. Et vous sentez que la maladie n'est pas bien contrôlée. La CRP remonte un peu. C'est ça, ces petits signes qui font que ça empoisonne la qualité de vie des patients. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut quand même en tenir compte, c'est que nos patients, ils sont pas bien quand ils sont comme ça. Donc je crois que c'est une grande force de l'étude de Benjamin d'avoir essayé de capturer ce malaise du patient pour essayer de voir si on ne peut pas l'éviter. Mais donc c'est plutôt des événements qui sont accessibles à une remontée de la corticothérapie assez rapidement. Absolument. Si on suit bien les patients. Et c'est ça le message, c'est-à-dire que quand vous êtes en phase de décroissance et que vous avez utilisé un schéma avec du rituximab ou que votre patient est en insuffisance rénale, c'est qu'il a un besoin probablement de corticoïdes un peu plus important. Et si vous baissez avec un schéma allégé, il faut que vous soyez très vigilant pour réaugmenter. Et c'est ce qu'on fait en pratique très souvent. C'est pour ça que Benjamin a conduit cette étude, c'est qu'on remarquait qu'on était obligé de remonter un peu en fait. Là-haut? Oui, oui, tout en haut. Et puis après, 2 questions en bas. Bonjour, merci beaucoup pour votre présentation. Donc, moi, c'est Khadija, je viens d'Amiens. Et juste par rapport au schéma allégé de la corticothérapie, est-ce que c'est uniquement fait pendant les 6 premiers mois et après on peut se permettre de diminuer plus progressivement, enfin plus rapidement, ou est-ce que c'est sur toute la durée du traitement? Alors, le schéma allégé repose sur l'étude Pexivas, qui avait pour objectif d'avoir 10 mg à 3 mois, comme je vous l'ai dit, et de maintenir 5 mg à 1 an. Donc on parle de la phase d'induction qui va avec la corticothérapie, qui se maintient jusqu'à 1 an. Merci. Bonjour tout le monde, Habiba d'Algérie, je suis néphrologue. Donc on est souvent affronté à des patients qui se présentent avec des vascularites avec atteinte rénale sévère, avec notamment une hémorragie alvéolaire. Donc ce genre de patient, donc là par rapport à la corticothérapie, donc on passe d'emblée à des doses assez importantes, donc le schéma standard. Mais pour la dégression, est-ce que donc par rapport à la est-ce qu'on dégraisse plutôt en fait, ma question c'est comment dégraisser? Est-ce qu'il faut y aller lentement ou alors faire une dégression plus ou moins rapide et augmenter les doses en cas d'atteinte, en cas de rechute ou en cas de... Donc par rapport à la durée de dégression des corticoïdes en cas d'atteinte sévère, notamment rénale et hémorragie alvéolaire. Voilà. Ce qu'on vous conseillerait, c'est de suivre les recommandations européennes et américaines qui sont exactement le schéma de Pexivas, de façon à ce que vous soyez dans les clous avec un schéma précis, réglé. Voilà, donc là, il n'y a pas de réduction à faire, il n'y a pas d'ajustement. Vous suivez les schémas publiés parce qu'on connaît les résultats avec ces schémas publiés. Donc avec le conseil, c'est de suivre ce qui est publié, les recommandations de ce qui est publié. Merci. Bon. Et je remercie... il y a encore une question brûlante. Courte question. Est-ce que je suis le garant du temps? Oui. Merci Xavier pour cette présentation. Pierre Jarreau à Marseille en interniste. Au niveau de la corticothérapie d'entretien, il semble qu'elle soit essentielle maintenant à 5 mg par jour. Une fois qu'on a passé les 12 mois, la décroissance, on fait milligramme par milligramme, comme on peut faire dans une artérite acélugiante. On peut être ambitieux et arrêter d'un coup. On parle seulement de 5 mg, mais parfois ça peut être important. Alors, ce que tu dis est exact pour un Européen, est exact pour un Français, mais tu te ferais huer si tu étais devant un auditoire américain. C'est-à-dire que pour toi, c'est classique et tu penses que c'est bénéfique de continuer 5 mg. Il faut d'abord le démontrer. Et il faut le démontrer en gardant en tête bénéfice-risque. Oui, c'est très probablement efficace pour prévenir les rechutes. Ça, on est d'accord. Mais le problème, c'est à quel prix? Et le problème, c'est à quel patient on est prêt à payer ce prix pour diminuer un tout petit peu les rechutes. Et c'est ça la vraie question.
La vraie question, elle est là. Et si tu disais ça à un auditoire américain, tous les Américains ne donnent 0 mg en entretien. Donc ils ne seraient pas d'accord avec ce que tu dis. Mais c'est pour ça qu'il faut qu'on inclue tous dans Manepsan, de façon à montrer effectivement, parce qu'il y a le GTI dans Manepsan, il y a les ostéodensitométries, on aura les deux côtés, bénéfices, risques de cette corticothérapie. Je peux difficilement empêcher Loïc Guivin de poser la question finale. C'est pas une question, c'est juste une remarque. Il y a un point où, et chez les Américains, je pense les malades américains et les malades français, c'est l'observance thérapeutique. Et notamment dans la GEPA, je suis certain que les malades asthmatiques, ils ne demandent pas toujours l'avis de leur médecin pour prendre quelques milligrammes de corticoïdes quand ils ne se sentent pas bien. Donc il faudrait aussi intégrer ce facteur d'observance qui, pour le moment, il n'y a pas d'enquête là-dessus et ça n'est pas intégré dans les études. Merci. Xavier, merci infiniment de la qualité pédagogique de ta présentation. Et donc je pense qu'il y a beaucoup de messages qui ont été reçus. On va passer à la